Un magazine sur la famille, tous les types de familles. Il y a longtemps qu'on en rêvait un. C'est fait, il existe. Suivez-moi dans les maternelles d'Afrique. Aujourd'hui, aux maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour nous interroger sur l'instinct maternel. Puis, nos enfants de la récré nous parleront de ce qu'ils aiment manger. Dans la rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons Laetitia Vieira. Et enfin, nous terminerons en beauté avec le papa et carité de notre célébrité, Nessin Dri. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation de nos enfants dans notre rubrique Miam Miam. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à interagir sur la page Facebook des maternelles d'Afrique et je vous en remercie, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'ai une question de Suzanne qui nous écrit de Yaoundé. Qu'est-ce que me dit Suzanne? Angela, mon fils se goinfre toujours sur les biscuits quand il rentre de l'école tellement il a faim. Que lui donner de plus sain comme goûter pour remplacer les biscuits? Alors là, Suzanne, les enfants et les biscuits, les gâteaux, les bonbons, c'est quelque chose de particulier. Et ça, je pense que c'est international. Tous les enfants aiment ça. Mais heureusement, il y a des alternatives plus saines que les biscuits pour le goûter. Comme d'habitude, nous avons fait appel à notre nutritionniste, Tatiana Gandour, pour lui demander des conseils pour le goûter. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le goûter est un repas important dans la journée de nos petits parce qu'il couvre 15% des apports nutritionnels quotidiens de l'enfant. Donc, à leur retour d'école, la petite règle, c'est que pour un goûter sain idéal, il faut toujours avoir 3 catégories d'aliments. Donc, il faut des céréales, il faut un produit laitier et il faut un fruit. Ils vont apporter des aliments nutritionnels indispensables à l'organisme, comme le fer, le magnésium ou le calcium. J'ai demandé à ma copine chef Olivia de Souza si elle avait des idées de goûter sains et locaux pour les enfants. Et elle me dit, écoute Angela, on sait très bien que les enfants aiment bien les crêpes. Tu fais des crêpes à la locale. Au lieu de mettre de la farine de blé, tu utilises de la farine de mil. Vous faites votre crêpe quand vous préparez les crêpes classiques et vous lui servez avec cette crêpe une confiture locale. Donc ça peut être du corosol, ça peut être de la mangue, ça peut être de la banane, un fruit en plus et puis un produit laitier qui peut être un fromage ou un yaourt, ce que vous avez sous la main au moment où vous préparez le goûter. Moi, par exemple, à la maison, ce que j'aime bien souvent donner aux enfants, c'est par exemple une banane. Et je vais leur donner une tranche de pain, mais une tranche de pain toujours à la farine de maïs. Parce que contrairement au blé, donc c'est sans gluten et puis c'est super digeste. Une confiture de corosol ou confiture de fruits de la passion ou de goyave, ce qui vous plaît. Et là, ils sont très contents. L'essentiel, Suzanne, c'est de limiter au maximum tout ce qui est viennoiserie, sucreries, bonbons, chips, et de privilégier tout ce qui est aliments sains. Parce que tous ces aliments-là dont je vous ai parlé, là, ils sont trop riches en sucre et en sel et en graisse pour nos enfants. Suzanne, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Vous qui nous regardez sur TV5 Monde, si vous avez des recettes de goûter sains, s'il vous plaît, partagez-les sur la page. Et puis surtout, ce que j'aimerais, c'est que vous postiez des photos et des vidéos de vos enfants pendant le goûter. Donc, si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, postez-les sur la page Facebook des maternelles d'Afrique. Non, mais l'instinct maternel, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une espèce de sentiment qui nous tombe dessus comme le Saint-Esprit une fois qu'on tombe enceinte et puis là, on est envahi d'un sentiment extraordinaire d'amour intense? Ou bien c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure qu'on fait connaissance avec son enfant? Et puis on dit instinct maternel. Et qu'en est-il de l'instinct paternel, de l'instinct parental? Eh bien, on va en parler aujourd'hui. On va en parler avec Christelle. Christelle qui est togolaise et qui nous fait le plaisir de nous raconter une histoire très touchante. Vous verrez tout à l'heure. Nous recevons également Monsieur Kwame qui est psychologue et qui va nous éclairer sur l'instinct maternel. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir la célèbre présentatrice Nessin Dri, qui a aussi une belle histoire à nous raconter. Merci à tous d'être là au Maternelles d'Afrique. Je vais commencer avec vous, Christelle. Donc, je disais tout à l'heure, vous êtes togolaise, vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous êtes la maman de Femi, qui a 9 ans, et de Sedjo, c'est ça?
Cedro ou Cedro? C'est Cedro. C'est ça, qui a 9 ans. Alors, vos grossesses étaient pas complètement prévues. On va dire que c'était des surprises. Tout à fait. Racontez-nous. Voilà, je me suis levée un matin pensant que j'avais le palu, donc je suis allée à l'hôpital. Voilà, j'étais enceinte de mon fils. Ah. Vous étiez enceinte de combien de mois? De 1 mois, quelques semaines. D'accord. Quelques semaines. Et donc voilà, pour ma fille, ça a été pareil. Donc 11 mois après, je pensais pouvoir devenir la jeune fille et tout. Et puis, j'ai pas eu de retour de couche. La première fois que ça vient, le mois d'après, j'étais enceinte de ma fille. Donc voilà. Et donc, je suppose que le deuxième enfant qui arrive et qui n'était pas prévu, le premier n'était pas prévu, c'était une surprise. La deuxième surprise qui arrive, pour vous, l'instinct maternel, ça a été donc une question, quoi. Surtout par rapport à la pression sociale que nous avons ici en Afrique. Tout à fait, ça a été très difficile. Déjà, est-ce que j'avais les aptitudes pour gérer déjà un enfant? Et donc, ce que j'ai m'évertué à faire avec mon mari. Et vraiment, le deuxième enfant, en plus une fille. Moi, j'avais toujours peur d'avoir une fille. Pourquoi vous aviez peur? Parce que on m'a toujours dit que j'étais compliquée. Et je dis, mais si je suis autant compliquée, j'ai eu du mal à me faire des amis, j'ai eu du mal à me faire accepter, mais dans tous les milieux. Et j'ai eu l'impression qu'il y a eu très peu de personnes qui me comprennent. Donc je dis, mais si ma fille doit traverser cette période-là, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas si moi j'ai les moyens nécessaires, les aptitudes nécessaires pour la préparer à cette vie-là. Donc c'est pour cela que j'avais vraiment peur d'avoir une fille. Alors peut-être que pour vous, dans l'inconscient collectif, Monsieur Kwame, peut-être que l'inconscient collectif en Afrique, c'est l'instinct maternel, c'est qu'on arrête tout, on cesse d'être une femme, on cesse d'être une amie et on devient cette mère suprême qui oublie tout pour son enfant. Ce que vous dites est tellement bien fondé que les stéréotypes qu'on a développés autour de la maternité en Afrique, effectivement, voudraient que la femme, dès qu'elle accouche, soit exclusivement réservée aux soins de l'enfant. C'est comme si, naturellement, elle avait cet amour-là qu'elle devait porter à son enfant. Alors qu'en réalité, on est fille, on devient mère, et du moins femme. Et en réalité aussi, souvent, on choisit d'être mère. Pour moi, l'instinct maternel, c'est cette capacité-là de la femme de pouvoir, comme on appelle, identifier et répondre aux besoins en fait, de l'enfant. Super. Et du coup, Nessie, vous qui êtes présentatrice télé, vous avez un rôle d'image, vous êtes maman aussi, donc vous êtes maman de la petite Sakina, c'est ça? Qui a 2 ans et demi. Vous, comment ça s'est passé ce chemin vers l'instinct maternel ou la maternité? On va dire que j'étais plus ou moins préparée parce que j'ai 10 frères et sœurs. Je suis deuxième. Donc tous ceux qui sont venus après moi, je m'en suis occupée comme mes propres enfants. C'était ma responsabilité. Voilà, donc je n'avais pas d'amis. Mes amis, c'était mes frères et mes sœurs. Quand je revenais de l'école, je devais préparer la petite dernière. Je devais faire ceci, je devais faire cela. Donc j'étais déjà maman. Mes petits frères aujourd'hui m'appellent maman. Du coup, quand je suis tombée enceinte, c'est vrai que je les ai un peu mis entre parenthèses pour m'occuper de mon enfant, mais j'étais plus ou moins habituée à cela, à la vie de maman. Et vous disiez en préparant l'émission que vous dialoguiez avec votre fille oui. in utero? Effectivement, j'ai toujours voulu avoir une fille. J'ai toujours voulu avoir une fille parce que j'ai perdu ma maman très tôt, à l'âge de 2 ans. Et on m'a toujours dit qu'on était très complices avec les photos que j'ai. Et quand elle faisait une tenue pour elle, elle faisait la même chose pour moi. Donc je voulais une fille pour créer cette complicité que j'avais avec ma mère. Ah oui, et donc pour revenir à vous, Christelle, vous disiez en préparant l'émission que vous n'étiez pas une maman comme les autres. C'est quoi une maman comme les autres? C'est que le milieu dans lequel j'ai évolué jusqu'à récemment, c'est que j'avais l'impression d'être différente des autres. Par exemple, quand je suis dehors et que je sors pour faire des courses pour moi, je ne rappelle pas la maison chaque 1 heure pour voir si les enfants mangeaient, s'ils sont rentrés de l'école. L'autre exemple, par exemple, la nuit, même quand j'allaitais,
quand l'enfant pleure, très souvent, c'est mon mari qui me réveille. Et pour mon fils, par exemple, n'a pas du tout utilisé le biberon. C'était l'allaitement exclusif. Ma fille, avec le biberon, même, je ne me réveillais pas du tout. C'est mon mari qui se réveille les nuits, qui change les couches et tout. Donc, à un moment donné, je culpabilisais un peu. Quand je voyage, par exemple, je peux faire une semaine, ça ne me dérange pas de ne pas parler aux enfants. Je me dis qu'ils sont entre de bonnes mains avec leur père. Et puis, les gens qui m'aident à la maison, je dirais mes collaboratrices à la maison, je me dis qu'ils s'occupent déjà bien des enfants quand je suis là. Donc vraiment, je n'ai pas d'inquiétude à me faire. Et s'il y a urgence, on va m'appeler. Donc j'ai vu que de l'autre côté, c'était pas pareil. Quand je suis en groupe, on regarde la montre tout le temps pour voir s'ils ont mangé. On appelle la nounou. Donc à un moment donné, j'évitais les rencontres où on doit parler, par exemple, de la maison, de la gestion des enfants, de la gestion du quotidien. Ça ne cadrait pas du tout avec comment je fonctionnais avec les miens. Donc c'est en cela je me dis je ne suis pas une maman comme les autres. Alors c'est intéressant ce que vous dites, hein. Quand vous dites que vous n'êtes pas une maman comme les autres mamans que vous connaissez ou l'image de la maman qu'on vous a inculquée depuis que vous êtes petite. C'est quoi l'image de la maman africaine, Monsieur Kwame? Parce que là vous parlez de la maman africaine. Tout à fait. C'est important qu'on la définisse. La maman africaine, elle est comment? Mais la maman africaine, c'est elle qu'on voit dévouer toute son affection en réalité à l'enfant, qui est au petit soin de l'enfant. Et c'est en réalité ce que Winnicott appelle la mère qui est suffisamment bonne. Parce qu'en réalité, la bonne mère suffisamment bonne, c'est celle-là qui arrive par exemple à détecter le besoin de l'enfant à partir de ses pleurs. Quand l'enfant pleure, la bonne mère, selon Winnicott, sait que oui, soit il a faim, ou alors, soit que sa couche est mouillée, mais dans tous les cas, c'est qu'il y a cette spontanéité-là à pouvoir détecter tout de suite le besoin réel de l'enfant. Mais ça, certaines femmes y arrivent très facilement, mais pour d'autres, par contre, et ça, sur le plateau ici, vous voyez que c'est les deux prototypes que nous avons. Okay? Et tout cela est lié à quoi? Tout cela est lié à leurs histoires personnelles. Tout à fait. Et puis aussi, quand on a la chance de pouvoir élever ses enfants à deux, donc là, c'est votre cas, Christelle. Vous avez votre mari, c'est extraordinaire d'avoir un homme comme ça, qui compense, qui entend. Parce que le mien, je peux vous dire que quand ça pleurait, il n'entendait pas, hein, il n'entendait rien du tout. Du coup, mais oui, vous avez la chance d'avoir ce papa extraordinaire. L'enfant pleure, et bien tu te réveilles, s'il te plaît, tu vas donner le biberon, ou bien moi, je vais le donner. Et puis, vous avez allaité aussi. C'est extraordinaire de pouvoir d'allaiter. Ça aussi, c'est une façon de construire le lien avec son enfant. Vous, Nessie, vous êtes fusionnelle. Hein? Comment ça se traduit? Comment cette fusion avec votre fille? Alors déjà, le père de ma fille ne vit pas ici. Oui. Il est à l'extérieur, donc j'étais seule pendant ma grossesse. Et après, je suis rentrée en famille. Donc tout le monde était à mes petits soins jusqu'à ce que j'accouche et tout. Jusqu'à présent, elle est en famille. Donc j'ai mes affaires. Quand quelqu'un touche mes affaires, elle sait comment je vais réagir. Je ne sais pas comment ça se passe, mais quand je rentre et que je réagis, on dit ta fille a dit ça. Elle a dit que maman allait dire ceci, allait dire cela. C'est extraordinaire. Je ne sais vraiment pas comment expliquer. On est vraiment fusionnels, quoi. Oh, c'est on magnifique. est vraiment, vraiment fusionnels. Et on n'a pas besoin de trop parler. Quand on se regarde, on se comprend. Oui, mais je comprends pas. Franchement, je comprends parfaitement ce que vous dites, hein, cette relation fusionnelle. Et je vous comprends aussi, Christelle, parce que vous savez, ici en Afrique, je pense que ce poids de l'instinct maternel, c'est surtout le regard des autres. C'est surtout les autres qui te regardent et qui te disent, ben, en fait, tu ne te comportes pas comme les mamans que j'ai l'habitude de rencontrer. J'ai eu une fois cet exemple-là, mon bébé qui avait, je crois, 4 mois. Et puis la nounou me l'a apporté, j'étais en train d'animer une conférence. Il y avait mon mari qui était à côté. Mon mari a pris le bébé, il a dit, bon, écoute, je vais prendre le bébé, je vais lui donner le biberon. Et là, tous les hommes dans la salle m'ont regardé, ont dit, mais... c'est vous la mère, non? Mais c'est vous qui devez aller vous occuper. C'est pas vous la mère? Monsieur Kwame, qu'est-ce que vous pensez du fait justement que la mère parfaite, la mère, qu'il existe un seul modèle de maman, ça n'existe pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je pense effectivement que la mère parfaite n'existe pas. Parce que les relations entre les enfants, entre la mère
et l'enfant ne sont pas les mêmes. Même quand les enfants sont issus de la même mère, chaque maternité est unique et différente de l'autre. De sorte que la relation avec l'enfant doit se construire à partir de la réalité que vit la mère, depuis, par exemple, depuis la conception, jusqu'à l'accouchement, et même après, avec l'en tenant compte des influences extérieures et tout ça. Donc, il n'y a pas, à mon sens, de mère parfaite. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut qu'on convienne avec Winnicott qu'on doit plutôt avoir des mères suffisamment bonnes. Des mères qui sont capables, ou du moins qui peuvent construire cette capacité-là de pouvoir identifier et répondre aux besoins de l'enfant. On a la chance aujourd'hui de toute façon d'avoir deux mamans différentes. Donc on a des femmes qui construisent leur relation au fur et à mesure qu'elles font connaissance avec leur enfant. Et puis on a d'autres, on ne sait pas pourquoi, ça arrive comme ça, comme le Saint-Esprit. Il y a quelque chose de fusionnel qui se construit, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une maman qui est meilleure que l'autre. On est des mamans différentes, on est des parents différents, on est juste des parents. Voilà, et ce n'est pas un métier facile. On apprend tous les jours, on n'apprend pas à l'université, ça je vous assure, je prends jusqu'à la fin, on apprend. Alors je voulais vous remercier d'être venu nous voir au Maternelle d'Afrique. J'espère vous revoir très bientôt. Et puis merci pour vos histoires touchantes. Ce n'est pas facile de venir comme ça affronter, de venir comme ça se livrer, mais vous l'avez fait avec beaucoup de simplicité. Merci Christelle. Merci. Merci beaucoup Monsieur Kwame. J'espère vous revoir très bientôt. Et puis ma chère Nessie, vous ne partez pas tout de suite parce qu'on va parler un petit peu beauté, bien-être dans quelques instants. Mais avant ça, la récré. Mon plat préféré, c'est la pizza. Mon plat préféré, c'est pâte pesto porc. Moi, mon plat préféré, c'est la pizza. J'aime manger des pâtes avec du fromage. Mon plat préféré, c'est les pâtes, les frites et puis le foufou. Mon plat préféré, c'est les plantains avec du poulet. Laetitia. Bonjour Angela. Bonjour Laetitia, bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci de me recevoir. Alors, qu'est-ce que je suis contente de vous recevoir parce que vous faites partie de ces femmes inspirantes. Vous avez fait quelque chose, vous avez 7 enfants. Oui. 7 enfants. Oui. Alors, est-ce que vous avez toujours voulu fonder une grande famille? Comment ça s'est passé? Ça m'est arrivé. Comme la vie arrive souvent. J'ai toujours voulu avoir une famille. Dans mes rêves de petite fille, je me souviens que j'ai toujours voulu fonder une famille. Maintenant, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment quantifié en me disant que j'en aurais 7. Mais c'est vrai que de 1, 2, je suis passée tout de suite à 4 parce que j'ai eu des jumelles. Donc alors, moi j'aimerais bien qu'on voit. Donc l'aîné à quel âge? Il a 16 ans. 16 ans, il s'appelle? Yoann est un garçon et il a 16 ans. D'accord. Ensuite, on a Cara qui va avoir 14 ans. Oui. Les jumelles Mawena et Maïcha, elles ont 11 ans. Oui. Lilia Marie a 5 ans et demi. D'accord. Yola Rose a 2 ans et demi. Ellie a 3 mois. Waouh. Voilà, Wow. ma petite équipe. Moi, je suis en admiration d'être une championne du monde. Pour moi, Merci, Angela. C'est excellent. Donc, oui, justement, alors, comment ça se passe en termes d'organisation? Parce que moi, j'en ai 2, j'ai l'impression que j'en ai 100. Donc, comment est-ce que vous faites, Laetitia? Donnez-nous des astuces. Je ne sais pas comment sont les enfants des autres, mais les miens sont très sympas, effectivement. C'est vrai qu'ils sont pratiques. Ils savent véritablement s'organiser. Je leur reconnais ça et je les remercie souvent pour ça. Je crois que ça va vraiment les aider dans leur vie plus tard. Ils savent s'organiser entre eux, véritablement. Ils sont solidaires les uns envers les autres. Ils savent s'assister les uns les autres. Et puis, ils ont appris à savoir prioriser leurs actions dans la journée. Quand le soir va arriver, ils vont savoir qu'il faut d'abord se laver. Il y a des règles. Il faut d'abord se laver, ensuite on fait la table, ensuite on mange, ensuite on débarrasse, ensuite on va brosser les dents et après on a le droit de regarder la télé. 20h30, tout le monde au lit. Ils savent séquencer leur journée, leurs activités, leurs tâches. Je crois que ça les facilite. Et puis nous aussi, les parents, bien évidemment. Ah, vous m'étonnez, Laetitia. Et du coup, comment ça se passe vis-à-vis des autres, le regard que les autres portent sur le fait que vous ayez 7 enfants?
Il y a des regards admiratifs comme le vôtre, Angela, et c'est vrai que c'est gratifiant. Parce que nous estimons véritablement que c'est pas donné à tout le monde. Évidemment, quand les regards sont moins gratifiants, c'est un peu plus douloureux, surtout quand ça vient des personnes qui sont les plus proches de nous. Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous dit régulièrement? Ah oui, bien sûr, j'ai appris à les entendre et à ne pas les écouter. Oui, bien sûr, il y a des choses très douloureuses qu'on entend, soit qu'on chuchote dans le dos, soit qu'on les entend devant soi. Ça va être quoi, par exemple? Oh là là, vous savez pourquoi vous devez le dire comme ça? Les autres, quand ils vont écouter, ils vont arrêter de dire ça. Oui, donc arrêtez de dire ça véritablement, parce que c'est... Oui, encore des enfants, mais tu n'en as pas encore, tu n'en as pas déjà. Tu aimes ça? On se demande ce qu'ils estiment qu'on aime d'ailleurs quand ils disent ça. Bah oui, forcément, à un moment donné... Ou alors, mais tu sais qu'il existe la pilule, genre tu n'es pas suffisamment intelligente pour savoir qu'il y a des méthodes de contraception. Les gens ont toujours l'impression que lorsqu'on fait de nombreux enfants, c'est comme si c'était une thérapie ou une pathologie qu'on aurait, quelque chose qu'on essaie de faire pour essayer de combler une blessure de l'âme, comme si on n'était pas vraiment normal. Ou alors on va me demander, mais tu habites dans quel quartier? Mais de quelle classe sociale tu es vraiment? Parce que ça n'appartient qu'à un certain type de personnes. J'ai déjà entendu dans des dîners entre amis qui ne savaient pas que j'avais de nombreux enfants. Ah, c'est comme ces femmes illettrées qui ont beaucoup d'enfants là. Donc, c'est aujourd'hui catégorisé, le fait qu'une femme décide de faire de nombreux enfants, ça peut vouloir dire qu'elle a fait abstraction de sa vie de femme, de son sex appeal, du fait qu'elle puisse et veuille être insérée dans la société. On devient presque un paria pour certaines personnes. Certains amis que je pensais très bien ne me fréquentent tout simplement plus. Parce que j'ai décidé de faire de nombreux enfants. C'est vrai? Oui, ça en arrive jusque-là. C'est un racisme quelque part. Ah oui, c'est carrément. De l'hyperfertilité. Tout à fait. Le racisme de l'hyperfertilité. J'adore. Et donc, une autre question. Donc, vous êtes entrepreneuse. Oui. Alors, comment vous gérez? C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Avant de décider de monter ma propre structure, j'étais embauchée dans des entreprises où c'est vrai que j'avais des horaires de 7-19, où souvent je partais le matin, les enfants dormaient, j'arrivais le soir, les enfants dormaient. C'est vrai que j'avais un peu moins d'enfants, je crois que c'était 4 ou 5, mais n'empêche que c'était de mémoire douloureux. Douloureux de ne pas pouvoir les voir sur 2 jours parce que il me semblait, moi, parce qu'à l'époque, j'écoutais ce que les gens disaient autour de moi. Ah oui, mais tu as des enfants, tu ne vas pas pouvoir travailler. J'avais besoin de justifier. J'avais besoin d'expliquer, de justifier que l'on puisse être en activité, qu'on pouvait être une working girl avec un biberon dans la main, les smartphones dans l'autre, des bigoudis dans la tête et les pieds en machin, et des talons aiguilles. Et puis un jour, je me suis dit non, je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je peux y arriver. J'ai décidé, j'assume. Je peux avoir une vie heureuse en faisant ce que j'aime faire. J'ai décidé d'arrêter de travailler pour autrui, de travailler pour moi-même, mais toujours en mettant mon talent à la disposition d'autres, quoi. Je me dis que quand on a réussi, quand on a eu cette capacité, quand on a ces opportunités et qu'on a le désir de faire ce qu'on veut, il n'y a rien qui puisse vraiment freiner. J'ai arrêté de me mettre cette barrière dans ma tête. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Ça me donne la latitude de pouvoir organiser mes horaires, de rentrer à midi, d'être présente pour les enfants. Quand on a décidé de faire de nombreux enfants, il faut être présent. Par contre, ça, c'est vrai que je n'avais pas cette possibilité de le faire avant. En étant entrepreneur, j'ai la possibilité d'organiser mes horaires à ma guise et puis éduquer mes enfants comme je l'entends, sans avoir à le déléguer à autrui. Laetitia, merci beaucoup. Merci, vous faites partie de ces femmes inspirantes qui l'ont fait. Vous avez fait 7 enfants. Vous êtes entrepreneur en même temps, c'est génial. Et nous aimons les mamans comme vous au Maternelle d'Afrique. Merci infiniment. J'espère que vous reviendrez nous voir. Oui, avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçue. Merci d'être venue. À bientôt. À bientôt. Alors la grossesse, c'est un moment où tout le monde vous dit que vous êtes sublime, que vous resplendissez, que vous êtes superbe. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais enceinte, ce que je voyais, c'était mon masque de grossesse, mon hyperpigmentation, un énorme bidon avec une peau très, 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 très foncée. Et Nessie, qui est là aujourd'hui, merci d'être restée, Nessie, pour nous livrer vos astuces. Parce que vous êtes dans un métier d'image, vous êtes présentatrice, animatrice radio, donc là, l'image est vraiment importante. Et vous
vous expliqué en préparant l'émission que vous avez une petite astuce justement pour gommer ou comment dire, accélérer la disparition de cette hyperpigmentation du ventre. C'est quoi? Et déjà, il faut qu'on commence depuis les premiers jours. Dès qu'on apprend qu'on est enceinte, Oui. moi, mon astuce, c'était le beurre de karité. Ah. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte, c'était devenu mon meilleur ami. Ah, Le est-ce qu'on beurre a de du karité, là? oui. On en a là. Tous les oui. jours, matin, soir, je me badigeonnais avec le beurre de karité. Ah. Et donc, comment vous faisiez? C'est-à-dire, vous faites des massages circulaires, c'est ça? Effectivement, des massages circulaires sur le ventre, surtout en grande quantité. Ah, d'accord. En grande quantité. Il ne faut même pas craindre la chaleur. Il faut penser à après. Est-ce que je vais retrouver mon élasticité, voilà, mon élasticité, hein, voilà, de la mon peau, élasticité de la peau. Élasticité. Élasticité. La peau élastique. La peau élastique, voilà. Est-ce que je vais retrouver ma peau? Oui. Est-ce que je vais retrouver la clarté de mon teint? Donc, il faut Oui. penser à ça. Il ne faut D'accord. même pas penser à la chaleur. Il fait trop chaud. Donc, mes amis me disaient, mais tu as beaucoup de courage. Hein. Dans cette chaleur, la beurre de karité, regarde comment tu brilles. J'ai dit oui, c'est pour rester belle. Donc, c'était le matin et le soir. Le matin et le soir. Et tout ça, le c'est temps. pendant la grossesse et après l'accouchement aussi. À l'accouchement, j'ai ajouté l'huile rouge. Donc, ce qu'on m'a conseillé, je faisais Donc, chauffer l'huile de de l'huile palme, rouge. là. Effectivement, l'huile de palme rouge. J'ajoutais le beurre de karité, je me badigeonnais avec. L'huile de palme qu'on utilise dans la cuisine, non? Effectivement. J'ai entendu que dans certaines cultures, l'huile de palme était utilisée justement pour barrer le soleil, comme vous savez, comme anti-solaire, sauf que c'est pas waterproof. Donc ça a vraiment des... je sais qu'au Togo, on a plusieurs variétés d'huile de palme et on a une huile de palme qu'on utilise exprès pour la peau. C'est vraiment... c'est super. Et vous l'utilisez aussi pour le ventre. pour tout le corps, ventre, oui. les Tout le vergetures, corps. tout ça. Et Tout ça a ça. marché sur vous? Oui. Eh bien, Nessie, merci pour cette petite astuce karité. Alors, c'est la fin de cet instant beauté bien-être. S'il vous plaît, vous aussi, donnez-nous vos astuces beauté bien-être sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique.